L'impératrice a échoué dans sa transcendance et m'a épousé, moi, un vieux mendiant. Mais elle ignore que je suis un voyageur temporel enfermé depuis 100 000 ans. À mon arrivée, comme prévu, j'ai activé le système. Je pensais atteindre le sommet de ma vie. Mais ce système idiot s'est trompé de dimension. Par un concours de circonstances, je suis arrivé dans ce monde de cultivation terrifiant. Pire encore, pour me protéger. Le système m'a enfermé dans un petit espace. J'y suis resté 100 000 ans. Le système ne pouvant s'adapter au système de cultivation locale. Il m'a forcé à pratiquer l'art de l'épée d'un monde de haute martialité. Maintenant, après 100 000 ans, je suis devenu le plus puissant saint d'épée de l'histoire. Et aussi un dément. En voyant la cité de l'empereur blanc, des larmes d'émotion coulent sur mon visage. La première chose que je dois faire, c'est me rendre dans un secte de cultivation de ce monde, pour obtenir des pilules pouvant restaurer ma jeunesse. Actuellement, je ressemble à un vieillard sur le déclin, car le système peut garantir ma longévité, mais pas empêcher le vieillissement. Alors que je contemple la beauté du monde, un âne à mes côtés se met à parler. Il me dit de me calmer un peu. Je suis déjà le plus puissant dieu de l'épée des 9 cieux éditaires. Même les cultivateurs, je peux les rosser. Cet âne n'est autre que la transformation de ce fichu système, surnommé Amo. À l'origine, pour éviter que je ne devienne fou en étant enfermé, le système, avec l'humanité, s'est transformé en âne. Puis il m'a tenu compagnie pendant 100 000 ans. Mais cette compagnie ne semble avoir servi à rien. Il aurait mieux valu qu'il se transforme en autre chose. Déjà rempli de rancune envers le système. En entendant cela, je frappe Amo en plein dans l'œil. Le pauvre Amo n'a pas le temps de réagir. Il est directement envoyé faire 2 tours et demi en l'air. Puis il se relève en grommelant et me réprimande. Vieux croulant, sans moi, tu n'aurais rien accompli. À ces mots, j'étends la main et aspire Amo dans ma paume. Ensuite, je le projette d'un coup de pied. Seule sa menace lointaine résonne. Vieux croulant, tu vas voir. Après avoir réglé son compte à Amo, j'entre dans la cité de l'empereur blanc. N'ayant pas mangé de nourriture mondaine depuis des années, je suis immédiatement attiré par toute sorte d'odeur. Puis j'entre dans une taverne luxueusement décorée. Mes vêtements de mendiant laissent le serveur perplexe. Jusqu'à ce que je fasse teinter le sac en toile usée à ma ceinture. De l'intérieur parvenait un bruit métallique de cliquetis. Le garçon s'éclaira le visage et m'invita précipitamment à entrer. Au moment où je franchis le seuil de l'auberge, mon odeur nauséabonde souleva le mécontentement général des clients. Entendant les murmures qui fusaient de toutes parts, j'eus un tic nerveux au coin des lèvres. Une aura violente jaillit de mon vieux corps. Tous frissonnèrent à l'unisson et se turent instantanément. Je titubai jusqu'à une table près de la fenêtre. À la table voisine, 2 femmes voilées, à la silhouette gracieuse, étaient assises. Ne pouvant résister, je lançai d'un ton goujat. Allons, les belles, un sourire pour moi. Les voyant m'ignorer, j'ajoutai. Pas coopérative. Alors laissez-moi vous sourire. Hé hé hé. À ces mots, la jeune femme en robe jaune roula des yeux d'exaspération. Alors qu'elle s'apprêtait à me répondre, l'autre femme l'arrêta d'un geste, lui signifiant de ne pas s'en mêler. Bientôt, une table fut couverte de mets délicats et de bon vin. Mais avant que je n'ai pu manger quelques bouchées, un jeune homme fardé apparut en haut de l'escalier, comme s'il avait vu quelque chose de terrifiant. Il s'échappa en défonçant la fenêtre. Les 2 femmes le poursuivirent aussitôt. Voyant ma déesse s'enfuir, j'attrapai un poulet rôti, jetai mon sac de toile sur la table, et disparus à mon tour, laissant le garçon rayonnant. Mais lorsqu'il ouvrit le sac, sa joie se changea en stupeur. Point d'argent à l'intérieur, mais des pilules argentées de la taille d'un auriculaire. Assis, hébété, le garçon avait la tête qui bourdonnait. Ce repas valait 3 mois de son salaire, et il n'avait reçu qu'un sac de pilules noires. Il ignorait que ces pilules feraient de lui une légende. Dehors, ma déesse avait déjà disparu. Je fronçai les sourcils, pointant 2 doigts vers le ciel. L'instant d'après, une fine pluie tomba du ciel ensoleillé. Les yeux fermés, je percevais l'information de chaque goutte de pluie épais. Je retrouvai vite la trace des 2 femmes. Dans une résidence du quartier ouest, le jeune homme fardé regardait avec satisfaction les 2 femmes ligotées comme des onzies. Il arracha le voile de celle en robe bleue. Son visage d'une perfection presque irréelle l'éblouit. À côté, la jeune fille en jaune pleurait à chaudes larmes. Non par peur, mais de honte pour sa sœur aînée. Si elle n'avait pas imprudemment pénétré dans la cour, elle n'aurait pas entraîné la femme en bleu dans ce guépier. Quant à cette dernière, elle restait calme, mais ne comprenait pas. Pourquoi un jeune homme connaît-il la technique de capture d'âme du culte des spectres blancs? Le culte des spectres blancs est une secte notoire du continent tianyan. Ils pratiquent souvent des sacrifices sanglants et invoquent des démons. Tout le monde les déteste. Alors que le jeune homme s'apprêtait à toucher la poitrine de la femme en robe bleue, ma voix vieillie retentit dans son dos, et... Tu t'amuses bien, petit-fils. À ces mots, tous ses poils se hérissèrent. La cour était truffée de pièges, pourtant j'étais entré sans un bruit, ce qui lui inspira un profond sentiment de danger. Pendant qu'il était sous le choc, je lui ai donné une claque violente sur les fesses. La douleur fut si vive qu'il faillit pleurer. Il se retourna vers moi en criant. Qui es-tu pour oser saboter les plans du culte des sans-spectres? Voyant que je restais silencieux, le jeune homme bondit soudain sur le mur d'enceinte. Vieillard. Tu gâches mon plaisir, tu vas, avant qu'il n'ait pu finir sa menace. Un os de poulet imprégné d'intention d'épée vola vers lui. Le jeune homme n'entendit qu'un sifflement strident, avant qu'un trou sanglant ne transperce sa cuisse. L'horreur, c'est que, ce fragment d'énergie d'épée resta dans la blessure, tel un ver dans l'os, déchiquetant frénétiquement sa chair. La douleur déchirante le fit tomber du mur, son vêtement trempé de sueur. Puis, je me tournai vers la femme ligotée. Toutes 2 semblaient encore sous le choc. Quand je leur ai demandé si elles étaient des pratiquantes, la femme en robe bleue hésita, puis acquiesça, surprise. Je tout sautai, feignant le calme, et poursuivis. Avez-vous un élixir pour rajeunir? La femme en robe bleue sembla soulagée. Elle répondit doucement. Notre pavillon de la Lumière possède la pilule de ravivage, mais, à ces mots, je faillis m'évanouir d'excitation, au point de ne pas entendre la suite. Je lui ai saisi la main en déclarant. Je veux devenir ton meilleur ami. Au cours de la conversation, j'appris que la femme en robe bleue s'appelait King-Yao, et celle en robe jaune, sa cadette, Lingon. Elles enquêtaient sur les récentes disparitions à Bédichamp, mais étaient tombées dans un piège. Après avoir entendu leur récit, un éclair d'énergie d'épée trancha le jeune homme à côté. Puis, j'enfonçai mes mains dans le sol, alors que les 2 femmes se demandaient ce que je faisais. Le sol se mit à trembler violemment. Au moment où je projetais la couche de terre, une odeur de sang intense nous frappa. Au premier regard, au centre de la cavité se trouvait un immense bassin de sang. Ses bords étaient gravés de runes complexes et sinistres. Un vieillard, semblable à un zombie, y était assis, les yeux fermés.
ce qui brisa les deux femmes. Ce furent les cadavres desséchés accrochés aux parois. On pouvait clairement voir. Toutes ces jeunes filles étaient autrefois dans la fleur de l'âge. King Yao, face à cette scène d'horreur infernale, éclata en sanglots déchirants. Ne pouvant plus se contenir, elle s'élança d'un bond, se précipitant vers le vieillard aux yeux clos dans le bassin de sang. Alors qu'elle allait être attaquée, le vieillard, semblable à un zombie, ouvrit soudainement les yeux. Une vague de férocité déferla avec violence. Le sang du bassin s'agita furieusement, puis s'écrasa de plein fouet sur King Yao. King Yao n'eut pas le temps d'esquiver. Son énergie vitale explosa instantanément, formant autour d'elle un bouclier en forme d'œuf. Un bruit assourdissant retentit, et le bouclier de King Yao vola en éclats. Elle fut projetée comme une poupée de chiffon. Alors que je me parlais à moi-même, King Yao vola droit vers moi. D'un geste léger, je dissipai la force de l'impact sur elle, puis la rattrapai fermement dans mes bras. Au même moment, le vieillard du bassin de sang se leva lentement. Un rire strident, semblable à celui d'un hibou, s'échappa de sa gorge, alors qu'il s'apprêtait à utiliser notre sang pour achever le rituel final. Une voix mélodieuse résonna au loin. Vieillard Xuanien, vieille bête immonde. À peine ces mots prononcés, une femme tomba du plafond, atterrissant droit devant nous. King Yao regarda la femme apparue soudainement, et ne put retenir un sanglot éclatant, car cette personne n'était autre que sa maîtresse, Beiziwei. À cette vue, le vieillard Xuanien sortit lentement du bassin de sang. Mais à chaque pas, son corps desséché se remplissait un peu plus, si bien que de vieillard décrépit, il se transforma en un homme d'une trentaine d'années. Beiziwei comprit qu'il avait utilisé le sang de centaines de vierges, pour nourrir son corps rongé par les lois célestes. À cet instant, Beiziwei était consumée par une colère ardente. Son énergie vitale bouillonnait sans répit. Pourtant, elle n'osait pas affronter le vieillard Xuanien, car un combat entraînerait la mort d'innombrables personnes à l'évidence. Alors que la tension était à son comble, je plongeai tête baissée dans le bassin de sang. Je m'attendais à rajeunir comme le vieillard Xuanien. Mais je ne ressentis aucun effet. Agacé, je lui demandai alors: comment as-tu fait pour rajeunir? En entendant cela, le vieillard Xuanien me cria de sortir. Le pire, c'est qu'il m'appela vieux bonhomme. Mon tempérament explosif ne put le supporter. Je jaillis du bassin et me ruai sur lui. Le vieillard Xuanien rétrécit les pupilles, car j'étais trop rapide. Il n'eut pas le temps d'esquiver. Mais alors que j'étais sur le point de l'atteindre, un craquement sec retentit soudain sur mon corps. Puis je me suis écrasé au sol, la tête la première. Je me suis plaint en gémissant: aïe, mon pauvre dos. J'avais trop forcé, j'ai failli me casser le dos. Cette scène a fait ricaner le vieux Xuanyin. Il a alors brandi un étendard rouge, et la grotte entière s'est remplie de vents sinistres et de spectres, troublant l'esprit. À ce moment, l'Anamo, créé par le système, est tombé du ciel et a vu mon état pitoyable. Amo a retroussé ses lèvres, montrant ses grandes dents. D'un air moqueur à souhait. Furieux, je me suis relevé et lui ai assommé. 2 coups sur la tête. Voyant que l'homme et l'âne l'ignoraient totalement, le vieux Xuanyin a finalement grondé. Puis, agitant son étendard, une multitude d'âmes tourmentées en ont jailli, accompagnées de cris perçants, glaçant le sang. J'ai alors dégainé mon sabre de bois, et, monté sur Amo, je me suis précipité, pour m'aider contre le vieux Xuanyin. Mais King Yao l'en a empêché, car elle avait déjà vu que j'étais encore plus monstrueux que lui. Quand le vieux Xuanyin m'a vu encerclé par les 100 spectres, un sourire cruel a flotté sur ses lèvres. Ces spectres pouvaient déchirer l'âme directement. Comparé à la douleur physique, celle de l'âme était 1000 fois pire. Mais son sourire a disparu l'instant d'après, car l'homme et l'âne ont traversé les spectres pour arriver devant lui. En regardant de près, une aura d'épée m'enveloppait. Les spectres ne pouvaient m'effleurer. J'ai lentement levé mon épée de bois. Une étrange vibration a afflué des alentours. Puis j'ai frappé le vieux Xuanyin au visage, l'envoyant valser pour s'écraser contre la paroi. Je lui ai alors demandé le secret du rajeunissement. Mais Beiziwei à côté m'a dit qu'il avait toujours été ainsi, s'étant commettant trop d'atrocités, que son corps avait vieilli, rongé par l'énergie céleste. Il utilisait une magie noire pour retrouver sa jeunesse. À ces mots, j'ai senti qu'on s'était moqué de moi. Furieux, j'ai abattu mon épée sur le vieux Xuanyin. Il a vu le souffle noir de l'épée arriver. Impuissant, n'entendant plus que le son du sang, jaillissant de ses veines. Puis son corps a été tranché en deux. Tout son sang s'est écoulé. Beiziwei, témoin de la scène, est resté stupéfaite. Un ancien du culte des 100 spectres était mort ainsi, silencieusement, c'était surréel. Finalement, une claque sonore les a ramenés à la réalité. Après le bruit, King Yao sentit une douleur cuisante sur ses fesses. Je tenais ma main en l'air, savourant l'instant. King Yao, à la fois choqué et furieux, regarda les deux moitiés du corps du vieux Xuanyin et n'osa pas réagir. Beiziwei s'inclina profondément devant moi, pour exprimer sa gratitude d'avoir éliminé le fléau. Je fis un geste de la main pour qu'elle ne se formalise pas, et demandai simplement une pilule de rajeunissement. En entendant cela, Beiziwei regarda King Yao, perplexe. King Yao, supportant la douleur aux fesses, expliqua la promesse qu'il m'avait faite. Beiziwei fronça les sourcils à ces mots. C'est alors que j'appris que la pilule de rajeunissement était un élixir de qualité supérieure, extrêmement complexe et difficile à raffiner, et que le pavillon de la nucléaire n'en avait pas en stock. Ils m'invitèrent donc à séjourner au pavillon de la nucléaire, le temps que la pilule soit préparée. Apprenant qu'ils offraient le gîte et le couvert, j'acceptai avec enthousiasme. Beiziwei en fut ravie intérieurement. Elle avait en fait des arrière-pensées. Vu la force que j'avais démontrée, j'étais probablement au 6e stade ou plus. Si je pouvais veiller sur le pavillon de la nucléaire, il n'aurait plus à subir les humeurs des autres. Le pavillon de la nucléaire est situé dans les montagnes Laobu. Il compte plus de 10 000 disciples, spécialisés principalement dans les techniques de l'élément eau, et dont la plupart sont de nature auxiliaire. C'est pourquoi toute la secte est composée de disciples féminines. C'est le doux foyer dont rêvent d'innombrables cultivateurs masculins. D'autant plus que le pavillon de la nucléaire compte 3 beautés du classement des phares, ce qui attire les convoitises de nombreux individus mal intentionnés. Heureusement, le pavillon de la nucléaire s'appuie sur le géant En Yuanzong. Bien que sa puissance soit précaire, sous la protection de Zhen Yuanzong ces dernières années, il a vécu dans une relative tranquillité, et aujourd'hui, Beiziwei m'a ramené ici, proposant même que je devienne un conseiller invité du pavillon. Cela déclencha une vive dispute. Une femme vêtue d'une robe somptueuse, au visage séduisant, s'avança la première pour s'y opposer. Cette femme s'appelait Zhao Lanyan, elle-même conseillère invitée du pavillon de la nucléaire. La raison de son agitation était simple. Le pavillon de la nucléaire est petit et ses ressources sont limitées. Il y a déjà 3 conseillers invités. En ajouter un autre signifierait une réduction significative des offrandes mensuelles. Zhao Lanyan s'emporta de plus en plus, au point de presque cracher son mépris au visage de Beiziwei. Beiziwei n'était pas non plus de ceux qui se laissent faire, et riposta immédiatement du tac au tac. Zhao Lanyan en devint rouge de colère. Une beauté en tenue de cour trône dans la salle, le menton dans la main, regardant Zhao Lanyan d'un air visiblement ennuyé. Cette femme n'est pas seulement la deuxième beauté du classement des femmes, elle est aussi la maîtresse actuelle du pavillon de la nucléaire, Nan Gongnichuan. Voyant leur dispute s'envenimer, Nan Gongnichuan
les interrompt d'un geste souriant. Puis elle conduit l'assemblée de la salle de conseil à ma rencontre. En me voyant, Zhao Lanyan, dans cet état débraillé, ose menacer Nan Gongning-Xuan. Si tu laisses entrer ce vieux, je quitte le pavillon. Mais, à sa grande surprise, Nan Gongning-Xuan accepte, sans la moindre hésitation, plongeant l'atmosphère dans un silence gêné. Comment Zhao Lanyan pourrait-elle vouloir quitter le pavillon? Ici, elle a le gîte, le couvert, les ressources. Et surtout, pas besoin de risquer sa vie. Il faudrait être fou pour partir. Alors elle change vite de sujet. Si ce vieux déchet entre ici, et qu'il cause un scandale. Mais avant qu'elle n'achève, je lui assène une gifle en pleine face. Le claquement sec laisse l'assistance stupéfaite. Bien que méchante et venimeuse, Zhao Lanyan est une experte du 5e niveau. Face à cette gifle simple et humiliante, elle reste figée. Quand elle me voit essuyer ma main avec dédain sur mes habits, Zhao Lanyan se hérisse comme un coq en colère. Son énergie vitale explose, elle fend l'air d'un pas, et me décoche une gifle de toutes ses forces. Je ne m'attendais pas à un tel courage. C'est moi qui gifle, pas l'inverse. Alors j'improvise une technique d'épée. Ma main droite frappe le sol. Dans l'air résonne un bruit de verre brisé. Zhao Lanyan sent une douleur dans le dos. Sa main reste figée près de ma joue, incapable d'avancer. Mais elle ne s'attendait pas à la puissance de cette épée de glace, capable de tuer une experte du 5e niveau. Le visage de Nan Gongning-Xuan se décompose. La mort de Zhao Lanyan n'est pas une grande perte. Pour le pavillon, c'est même une raison de tirer des pétards pour célébrer. Mais Zhao Lanyan avait un frère, Zhao Fukang, un ancien d'abord de Dragon Céleste. Bien que cette secte ne soit que de puissance moyenne, elle surpasse le pavillon de la lune claire. C'est pourquoi, depuis des siècles, Zhao Lanyan pillait les ressources du pavillon en toute impunité, sans que Nan Gongning-Xuan ose y oser. La raison pour laquelle je l'ai chassé de force. Je regarde le corps de Zhao Lanyan à terre. Je roule des yeux avec mépris et crache par terre. Voyant la mine déconfite de Nan Gongning-Xuan, je comprends que l'affaire n'est pas terminée. Alors je dis avec insouciance, ne t'inquiète pas, petite. C'est moi qui l'ai tué, j'assume. À ces mots, Nan Gongning-Xuan retrouve son calme. Elle fait rapidement nettoyer le corps. Une fois seule, Nan Gongning-Xuan s'approche et me soutient, prête à discuter de la fabrication de la pilule de rajeunissement. Mon comportement précédent l'a sans doute rassurée. En me soutenant, elle presse mon bras contre sa poitrine. À ses yeux, je suis au moins un expert du 6e stade. Elle est déterminée à me garder, à tout prix. Si je reste à la lune claire, bien des problèmes seront résolus. Même avec le secte Zhen Yuan. Voyant que je retire mon bras de sa poitrine, Nan Gongning-Xuan est déconcée. Elle mord ses lèvres, les yeux humides. Je comprends parfaitement ses intentions. Je souris et fais un geste, lui disant de ne pas s'abaisser ainsi. L'endroit est beau, plein de filles charmantes, parfait pour la retraite. Voyant que je la traite avec respect, Nan Gongning-Xuan a les larmes aux yeux. Le monde ne voit que la gloire de la lune claire, mais pas les difficultés derrière. Pour la lune claire, Nan Gongning-Xuan a subi d'humiliation et de frustration que le monde ne connaîtra jamais. Arrivé au salon, Nan Gongning-Xuan m'explique les ingrédients nécessaires pour la pilule de rajeunissement. La lune claire peut en rassembler la plupart. Mais 2 d'entre eux ne se trouvent que dans le sanctuaire de l'érable. Un espace spécial qui s'ouvre tous les 100 ans, rempli de trésors célestes et terrestres. Mais le sanctuaire a une barrière étrange. Les experts du 5e stade et plus ne peuvent y entrer. Je pensais devoir attendre des années. Heureusement, Nan Gongning-Xuan m'informe que le sanctuaire s'ouvrira dans quelques jours. Ce qui me soulage grandement. Nan Gongning-Xuan est surprise par ma réaction. Pensant que je n'ai pas compris, elle insiste. Les experts du 5e stade et plus ne peuvent entrer dans le sanctuaire de l'érable. Je ricane, car cela ne me concerne pas. Après tout, je ne suis pas un expert. Nan Gongning-Xuan balbutie à ces mots. Même si je n'ai pas d'aura de pouvoir. Elle pense toujours que je suis un pratiquant. Sinon, comment aurait-il pu tuer Zhao Lanyan si facilement? Je sais aussi que c'est difficile à expliquer. Les systèmes sont trop différents. Alors, j'ai la flemme de lui expliquer. Je lui ai juste dit. Appelle-moi quand il est l'heure, c'est tout. Bien que Nan Gongning-Xuan soit pleine de questions. Elle sait aussi quand s'arrêter et n'insiste plus. Puis, elle aborde le sujet de ma rémunération. Au début, elle est un peu tendue, craignant que je demande la lune. Elle imagine même toutes sortes de scénarios, ou incapable de satisfaire mes demandes. Je pars en colère. Jusqu'à ce que Nan Gongning-Xuan m'entende dire. Juste le gîte et le couvert, et 2 jolies petites bonnes. Pour saluer Elo, Saphira, son cœur, qui était sur le qui-vive, se détend enfin. Peu après le départ de Nan Gongning-Xuan, Amo, matérialisé par le système, revient en trombe, furieux. Je l'avais envoyé valser à des centaines de kilomètres. S'il n'était pas lié à moi, il aurait mis une éternité à revenir. Le voyant bouder, je prends les devants. Si tu oses râler, je te défonce. Amo perd instantanément son arrogance. Il y est habitué, de toute façon. Il se fait tabasser tous les jours. À cette pensée, il s'approche en trottinant, prêt à discuter de quelque chose avec moi. Il a compris le modèle de cultivation de ce monde. Mais avec la voix céleste présente, il ne peut pas l'infiltrer pour l'instant. Il espère que je vais frapper quelques nobles du continent Tianyan, détruire des centaines de villes, créant un champ de désolation. La voix céleste interviendra alors pour m'éliminer, et il pourra en profiter pour s'infiltrer discrètement pendant qu'elle s'occupe de moi. Je le regarde après avoir entendu cela, son regard plein de sagesse. Puis je lève le poing et frappe sa tête d'âne. Ensuite, je lui donne un coup de pied et l'envoie de nouveau valser. Même si j'ai de sérieuses tendances violentes, disons-le, je suis un peu cinglé. Mais pour qui me prend cet âne? Il me prend pour un démon sanguinaire? Quand le soir tombe, Qing Yao et Lingonz arrivent dans ma petite cour. Ce sont Nan Gongning-Xuan qui les a envoyés pour s'occuper de moi. En entrant dans la cour, elles sont terrifiées, car Nan Gongning-Xuan a particulièrement insisté. Elles doivent satisfaire tous mes désirs, même les plus déraisonnables. Je regarde les légumes et la viande dans les mains de Qing Yao, et je retiens à peine un cri de joie. Je m'empresse de prendre les ingrédients, puis je mets la marmite sur le feu. Bientôt, un délicieux arôme s'échappe de la cour. Voyant le fond de marmite épicé à mort, un sourire de satisfaction apparaît sur mon visage. Une fois la table bien garnie, j'invite joyeusement les 2 filles à se joindre à moi. Les 2 se regardent l'un l'autre. Un moment de perplexité, mais finalement ils s'assoient, lentement à côté de moi. Seulement, ce fondu ultra épicé. Ils n'y goûtent qu'une bouchée et refusent catégoriquement de continuer. Finalement, toute la table de viande finit dans mon estomac. Quant à Amo, que j'ai envoyé valdinguer, il est maintenant sur le toit, me regardant avec ressentiment. Les jours suivants sont calmes, jusqu'au jour de l'ouverture de la forêt des érables. Sur le terrain d'entraînement du pic des eaux célestes, une vingtaine de personnes se rassemblent, tous des disciples choisis par Nan Gongning-Xuan. Le pavillon de la lune claire, faute de puissance, n'a pas pu entrer dans la forêt des érables depuis près de 1000 ans. Sans puissance, pas de ressources. C'est un cercle vicieux. À long terme, le pavillon est condamné à disparaître. C'est pourquoi Nan Gongning-Xuan, cette fois, a pris une grande décision, sélectionnant des disciples d'élite pour m'accompagner dans la forêt des érables.
Ce sera aussi une épreuve pour elles. Si elles reviennent saines et sauves, elles deviendront les filles de la prochaine génération du pavillon. Alors que le chef Béziouet sort une flûte de bambou et en joue doucement. Un cri clair résonne dans les montagnes lointaines. Un immense oiseau bleu, grand comme une colline, déploie ses ailes et arrive rapidement au pic des eaux célestes. C'est le moinelet céleste, élevé par le pavillon. D'une vitesse prodigieuse, il atteint la forêt des érables en un jour. En voyant les pattes du moinelet, je m'essuie instinctivement la bouche et dis, il est bien dodu. Ça doit être costaud en fondu. Tignao et Lingon frissonnent d'effroi en entendant cela. Les autres ignorent ce qu'est une fondue. Mais eux le savent trop bien. Le pavillon n'a qu'une seule bête spirituelle capable de vol longue distance. Si elle finissait en fondue, pour toute affaire future, il faudrait voler par ses propres moyens. Sur de longues distances, ça épuiserait à mort. Voyant leur air si tendu, je secoue la tête en riant. Je plaisante. Regardez comme vous avez peur. Puis, du bout du pied, je saute sur la tête du moinelet. Ce qui fait sursauter tout le monde. Ce moinelet est réputé pour son mauvais caractère. Il ne tolère personne sur sa tête. Et il ne déçoit pas. Il commence à secouer la tête pour déloger ce vieil homme impudent. Mais lorsqu'il ressent l'intention meurtrière qui émane de moi, l'oiseau recule instantanément, tremblant de peur. Voyant le moinelet soudainement calmé, les jeunes filles ouvrent de grands yeux, leur visage figé dans la stupéfaction. Elles n'avaient jamais vu cet oiseau aussi sage. En un instant, mon image a grandi aux yeux de tous. Alors que le céleste oiseau prenait son envol, Béziouet sortit une carte topographique du mystère des érables. J'y jetai un coup d'œil, enregistrant instantanément toute la carte dans mon esprit, puis répondit négligemment. Dis-moi juste ce qu'il faut surveiller. Et je commençai à admirer le paysage. Béziouet hocha la tête et dit. Dans le mystère, on est téléporté aléatoirement. Pour la sécurité, il faut se retrouver vite. Et le mystère des érables n'est ouvert que 7 jours. Si on y reste trop longtemps, on doit attendre la prochaine ouverture pour sortir. Alors que Béziouet parlait, un immense éclat lumineux fusa au loin. Il souleva un vent violent, déviant l'oiseau. Regardant l'éclat s'éloigner, je roulai des yeux. Quelle incivilité. On ne connaît pas le code de la route. Le système AMO me regarda, l'air plein de sagesse. L'âne semblait voir un fantôme. Pour lui, avec mon caractère de tyran, cet éclat impoli aurait dû être déchiqueté. Mais je n'ai qu'insulté. Alors qu'il s'apprêtait à me demander ce qui n'allait pas aujourd'hui. L'éclat revint. Il nous bloqua, stoppant l'oiseau. La lumière s'estompa, révélant un gros poisson ailé, de taille égale à l'oiseau, mais bien plus imposant. Pas du même niveau. Béziouet le reconnut aussitôt, étant qu'un chien, de la porte des 1000 bêtes. Son visage se ferma. Cette secte, maîtresse des bêtes, est habituée du mystère des érables, bien plus forte que le pavillon de la lune claire. Ses disciples sont arrogants. Ils ont déjà opprimé notre secte. À ce moment, un homme d'âge mûr sur la tête du poisson regarda Béziouet avec un sourire narquois, lançant une salutation sarcastique. Ne serait-ce pas l'ancien bête du pavillon, en route pour la vallée du rugissement du dragon? Béziouet le toisa froidement, m'expliquant à voix basse. C'est Qianli, ancien de la porte. Sa bête spirituelle est un léopard à 3 queues. Il a des comptes avec nous. Puis, le regardant froidement, elle dit, soit vous, les disciples de la Logilée, vous allez, et nous, du pavillon de la lune claire, on n'aurait pas le droit? Qianli est puis méritellement méchant. La vallée secrète des érables est un territoire sans maître. Tout le monde peut y aller. Mais vous, ces femmes, vous y allez pour vous faire massacrer? Ces paroles déclenchèrent un éclat de rire général. Dans le monde de Tianli, les pratiquants savent presque tous que le pavillon de la lune claire n'est pas doué pour le combat. Ces femmes peuvent jouer un rôle de soutien. Mais pour se battre pour des ressources, c'est du suicide pur et simple. Le pavillon a déjà envoyé des gens dans la vallée secrète des érables. Mais presque c'est inédit. C'est la raison fondamentale pour laquelle le pavillon n'y est pas retourné depuis 1000 ans. Béziouet est curieuse de ce village dégueulasse, mais elle était un peu impuissante. Après tout, ce qu'il disait était vrai. Voyant Béziouet dans cet état, Qianli devint encore plus arrogant. C'est à ce moment-là qu'il m'aperçut, allongé sur la tête du phénix céleste. En voyant mon apparence de vieillard à moitié mort, Qianli ne put s'empêcher de rire aux éclats. Oh, voilà qui est rare. Depuis quand le pavillon de la lune claire élève-t-il des hommes? Et plus est, un vieux coulant. Si vous manquez d'hommes, dites-le à la porte de la longévité. Nous avons plein de jeunes gens vigoureux. Pas besoin d'en arriver à une telle extrémité de désespoir. Les paroles de Qianli provoquèrent un nouvel éclat de rire général. Ces mots, pour un groupe de jeunes filles, étaient vraiment méchants et excessifs. Les disciples du pavillon de la lune claire étaient indignés. Mais elles n'étaient pas de force face à l'adversaire, à 2 doigts de pleurer de rage. Voyant l'intense volonté de tuer, qui émanait de Béziouet, je m'empressai d'ajouter de l'huile sur le feu. Vas-y, monte lui déchirer sa sale gueule. En entendant cela, Qianli faillit s'étouffer de rire, car il savait que Béziouet n'oserait jamais. Mais cette fois, avant même que son rire ne s'achève, j'étais déjà devant lui. Qianli fut pris de panique, alors qu'il s'apprêtait à mobiliser son énergie vitale. Une vieille main desséchée se tendit vers sa bouche. Cette vieille main agrippa fermement sa mâchoire, avec une force telle qu'elle lui brisa l'os de la mâchoire inférieure. L'instant d'après, je crochai le coin de sa bouche avec ma majeure, et tirai violemment. La moitié de la bouche de Qianli fut déchirée en une large entaille, puis l'autre moitié fut également lacérée. Écoutant ces hurlements déchirants, je le fis pivoter, pour le tourner vers les disciples de la porte de la longévité. Et dans le corps de Qianli, une vague d'énergie d'épée venait déjà de pénétrer. Tous les méridiens furent instantanément réduits en bouillie. Maintenant, même respirer devenait difficile, sans parler de supplier grâce. En voyant cette scène tragique, les disciples de la porte de la longévité tremblèrent de peur, les jambes flageolantes. Moi, je souris férocement et dis, riez donc. Pourquoi ne riez-vous plus? Tout à l'heure, vous étiez si joyeux. Puis, je frappai violemment le sol du pied. Le cadavre du poisson chuta vers le bas. J'avais déjà prélevé la chair la plus tendre du poisson haïtan. Je la hissai joyeusement sur la tête de l'oiseau céleste, tel un vieux paysan revenant des champs, comme si de rien n'était. Mais ces filles étaient déjà terrifiées par ma cruauté. Ce ne fut qu'une fois le chaudron installé qu'elles revinrent à elle. À ce moment, Béziouet était livide, car elle connaissait trop bien les méthodes des cultivateurs. Ces gens avaient certainement alerté la porte de la longévité. Ceux choisis pour la vallée des érables étaient pour la plupart des disciples d'élite. Et je les avais tous tués d'un coup. Avec les vieilles rancunes et cette nouvelle offense, même le secte Zénuan ne pourrait protéger le pavillon de la lune claire. Avant le départ, Nangong Lingshuang lui avait bien recommandé de ne provoquer personne. Et voilà, avant même d'arriver à la vallée du rugissement du dragon, ce désastre. Mais elle se ressaisit vite. Après tout, les hommes étaient morts, le poisson découpé, le mal était fait, que pouvait-on y changer? Tout au plus, il faudrait se battre. À cette pensée, elle s'inclina respectueusement pour me remercier.
Apprenant que je ne voulais pas du reste du poisson, elle se tourna vers Y-Chan. Elle lui ordonna de s'occuper du cadavre du gros poisson. Le poisson haïtan avait un faible sang ancestral du Kunpeng. Y-Chan acquiesça vivement. Ne vous inquiétez pas, ancienne. Ils nous ont toujours brimés. Ils l'ont bien mérité. En entendant ces mots de Y-Chan, les jeunes filles, comme sorties d'un rêve, passèrent de la peur à l'excitation. Elles se mirent à jacasser joyeusement. Leur regard posé sur moi était plein d'admiration. Finalement, tout rangé, nous partageâmes un festin de poissons en fondue. L'oiseau céleste avala le noyau du gros poisson haïtan. Tout le monde était ravi. Seule la porte de la longévité était blessée dans cette histoire. Au petit matin du lendemain, l'oiseau céleste arrive doucement dans la vallée du rugissement du dragon. Plus d'un millier de personnes s'y étaient déjà rassemblées, venant de plus de 30 sectes, grandes et petites. Une vraie scène de marché animé. L'arrivée du pavillon de la Lune a suscité une grande agitation. Depuis un millénaire, le pavillon de la Lune n'avait envoyé personne. Son apparition soudaine a naturellement surpris tout le monde. Bien sûr, il y avait une autre raison principale. Les disciples féminines du pavillon de la Lune sont toutes jeunes et belles. Elles attirent naturellement l'attention. Quand ils ont vu Beiziwei me saluer, avec respect, tout le monde a été stupéfait. Ils se sont demandé quelle personnalité importante j'étais. Mais la seconde d'après, ils ont réalisé que je n'avais aucune fluctuation de pouvoir. Après que Beiziwei ait installé les gens, des visiteurs sont rapidement arrivés. En voyant le visiteur, Beiziwei a pâli involontairement. Car c'était le grand juge de la porte du dragon céleste. Zhao Qinkang, le frère aîné de Zhao Lannian. Le jour même de mon arrivée au pavillon de la Lune, Zhao Lannian est mort par ma main après m'avoir provoqué. Beiziwei était au courant. Maintenant que son frère est là, comment ne serait-elle pas nerveuse? Mais heureusement, Zhao Qinkang ne le savait pas encore. Comme prévu, Zhao Qinkang s'est renseigné sur Zhao Lannian. Beiziwei a immédiatement répondu, faisant semblant d'être détendu. Zhao Lannian a récemment eu une illumination soudaine, et est en retraite au pavillon de la Lune. Zhao Qinkang, ravi, a souri. Puis il a conseillé à Beiziwei. Laissez-les explorer le sanctuaire des érables. Ne rivalisez pas pour les trésors. Puis il est parti. Le sanctuaire a une barrière, que les 6e réalmes comme Beiziwei ne peuvent franchir. Alors, elle a organisé une réunion. Une fois à l'intérieur, suivez les ordres de Lin Yuchang. Pas besoin de rapporter beaucoup de trésors. Restez juste en sécurité. Après ses conseils, j'ai tapoté doucement mes doigts. Des faisceaux d'énergie d'épée invisibles se sont dispersés. Ils se sont attachés aux jeunes filles à grande vitesse. Puis, regardant le groupe, j'ai dit calmement. J'ai promis à votre maîtresse de veiller sur vous. Je tiendrai parole. Chacune a un faisceau d'énergie. Il s'activera en cas de danger, sauvant une vie. Une fois dans le sanctuaire, trouvez-moi pour être en sécurité. Elles étaient ravies d'entendre cela. Ayant déjà vu mes pouvoirs extraordinaires, elles me croyaient sans réserve. Il reste une demi-heure avant l'ouverture du royaume secret. Une fine pluie s'est mise à tomber sur la vallée du rugissement du dragon. Avec la pluie, toute la vallée est devenue étrangement silencieuse. Seule une aura de tueur flottait dans l'air. Quand nous sommes arrivés à la falaise de la gueule du dragon, l'endroit était presque bondé. L'apparition du pavillon de la Lune claire attira de nombreux regards, mais aucun commentaire ne fut murmuré. L'atmosphère était oppressante. Tout le monde savait que le royaume secret des érables n'était pas seulement un lieu riche en ressources, mais aussi un terrain d'épreuve impitoyable. À chaque fois, le nombre de survivants ne dépassait pas 30%. Alors que je commençais à m'impatienter, un déchirement strident retentit soudain. Tous les regards convergèrent. Dans l'air, au bord de la falaise, un petit point noir apparut. Il commença à grossir à vue d'œil, s'arrêtant seulement lorsqu'il fut assez large pour une personne. Les gens commencèrent à entrer dans le royaume secret, selon la puissance de leur secte. Voyant la longue file devant nous, le système a maudit avec impatience. Tu as une technique d'épée pour trancher les barrières. Non. Franchement, cette fichue barrière. Mais quand il vit mon air perplexe, il faillit cracher un vieux sang. La démence est décidément un vrai problème. Nous avons attendu 20 bonnes minutes sur la falaise, avant que le pavillon de la Lune claire, en dernier, ne puisse entrer. Cependant, alors que la Lune, en tête, s'apprêtait à franchir le point noir. Une femme d'apparence plutôt séduisante bloqua le chemin du groupe. Puis, regardant Beiziwei, elle dit d'un ton sarcastique, réfléchis bien. Le pavillon de la Lune claire a déjà peu de disciples. Ceux aux talents exceptionnels sont encore plus rares. Si vous les perdez tous ici, vous ne pourrez pas le supporter. À ces mots, le visage de Beiziwei s'assombrit terriblement. Cette femme s'appelait Beli Yaoji, une ancienne du clan des Sables Marins. Autrefois maître de pique au pavillon de la Lune claire, pour diverses raisons. Beli Yaoji avait trahi le pavillon il y a un siècle, emportant avec elle plusieurs des rares techniques offensives du pavillon. Cela avait plongé le pavillon, déjà faible, dans un déclin dont il ne se releva jamais. La trahison est, dans le monde de l'immortalité, le crime le plus impardonnable. Pourtant, Beli Yaoji, par des moyens inconnus, non seulement trouva refuge au clan des Sables Marins, mais devint même l'une de leurs anciennes, il y a 30 ans. Beiziwei comprenait parfaitement les intentions de Beli Yaoji. C'était juste pour gagner du temps, pour que les disciples du pavillon de la Lune soient en position de faiblesse dès leur entrée dans la dimension. Un plan d'une malveillance extrême. Alors, Beiziwei n'avait pas la peine de discuter avec elle. D'un geste de la main, un ruban blanc se leva vers Beli Yaoji. Celle-ci, le voyant, sourit avec désinvolture, puis d'un simple claquement de doigts, une petite épée rouge vola. Elle réduisit instantanément le ruban de Beiziwei en poussière. Cette scène fit sursauter Beiziwei. Elle recula précipitamment, faisant onduler l'énergie autour d'elle, pour former un mur d'air invisible. Mais la petite épée rouge ne la poursuivit pas. Elle se contenta de flotter paisiblement devant Beli Yaoji. Puis on entendit Beli Yaoji déclarer avec fierté. Une épée volante obtenue en échange de 4 techniques du pavillon de la Lune. Alors, c'est pas mal, hein? Ces mots firent perdre tout sang-froid à Beiziwei. Elle se précipita pour affronter l'épée volante de front. Ce n'est qu'en sentant la lame tranchante de l'épée que Beiziwei réalisa son imprudence. Mais il était trop tard pour reculer. Elle ne pouvait que mobiliser toute sa force pour résister. Alors qu'elle pensait que c'était sa fin, une voix inopportune retentit. Viens. Voyons voir ce qui se passe. À ces mots, une scène étrange se produisit. L'épée volante qui fonçait vers la gorge de Beiziwei fit brusquement un virage et vint voler vers moi. Cette scène surréaliste laissa les filles médusées. Les épées volantes sont généralement liées à leur maître. Elle n'avait jamais entendu parler d'une épée volante qui trahissait en plein combat. Sous le choc, Beli Yaoji activa précipitamment son sort d'épée, voulant reprendre le contrôle. Mais elle découvrit que le lien avec l'épée était complètement rompu. Voyant la petite épée rouge nager joyeusement autour de moi, l'incrédulité se peignit sur tous les visages. Moi, je regardais l'épée avec intérêt et dis, pas mal, imbécile. Cette petite chose a une lame puissante. Mais elle manque d'intention. Amo, l'écoutant, eut le regard plein de pure sagesse et de mépris. Quel ramassis de déchets. Même un pet de tarbare serait plus puissant que la lame de ce truc. Fais un effort, c'est vraiment. Aïe aïe aïe. Je reviendrai.
Regardant Amo que je venais de jeter du haut de la falaise d'un coup de pied, je poussai un profond soupir, ressentant un soulagement inégalé. Mais alors que nous nous apprêtions à entrer dans la dimension, le traître du pavillon de la Lune, Beli Yaoji, nous barra la route. Il se vanta même de l'épée volante rouge qu'il avait obtenue, en échange de 4 manuels du pavillon de la Lune. En voyant son visage dégoûtant, j'ai simplement fait un petit signe de la main, et j'ai complètement coupé le lien entre Beli Yaoji et son épée volante. Voyant l'épée tourner autour de moi comme un chien obéissant, Beli Yaoji a failli devenir fou. Il s'est jeté sur moi. Mais, chose étonnante, la petite épée rouge s'est automatiquement mise à protéger son maître, sans que personne ne la commande. Elle a fait volte-face et a foncé droit sur Beli Yaoji, réduisant en miettes son aura protectrice. Il a été projeté en arrière. Voyons Beli Yaoji dans un tel état. J'ai roulé les yeux avec exaspération. Puis, les mains dans le dos, je me suis dirigé vers le passage menant au secret. La petite épée rouge, me voyant partir, est vite revenue, tournoyant sans cesse autour de moi. À cette vue, j'ai dit, agacé, qu'est-ce que tu fais? Tu es si faible, pourquoi me suivre? La petite épée a semblé comprendre mes paroles, et son corps entier s'est soudainement assombri. La voyant, telle une petite fille, sur le point de pleurer après 2 mots. J'ai eu un rictus résigné. Puis j'ai pointé Béziouet du doigt en disant, je te donne une mission, protège cette petite. Quand je sortirai, je t'accorderai peut-être un esprit. À ces mots, la petite épée rouge, son corps assombri s'est soudain illuminé à nouveau, comme empli d'une puissance infinie, et s'est précipité près de Béziouet. Son aura d'épée s'est déployée avec férocité. Au moment même où la petite épée rouge libérait son aura, l'entrée du secret de l'érable a été secouée par de violentes fluctuations. Le point noir s'est soudainement agrandi, formant un tourbillon rotatif. Béziouet, voyant cela, s'est empressé de crier aux disciples. Vite, entrez, souvenez-vous de ce que je viens de dire. L'un Yuchan a été la première à franchir le tourbillon, et a disparu en un instant. Les autres disciples ont suivi, un par un. Quand est venu le tour de Qingjiao et Lingxi, elles se sont retournées pour me regarder. J'ai agité la main en disant, allez, allez, pensez à me garder de bonnes choses à manger. Les 2 filles ont éclaté de rire avant de disparaître dans le tourbillon. Voyant que tous les disciples du pavillon de la Lumière étaient entrés, je me suis enfin dirigé lentement vers l'entrée. Mais au moment où je m'apprêtais à franchir le seuil, une voix glaciale a retenti sur le côté, vieille ordure. Tu as tué des gens de la porte des 1000 bêtes, et tu vas encore entrer dans le secret? Aujourd'hui, tu restes ici. À peine ces mots prononcés, 3 silhouettes ont jailli de la foule, et m'ont encerclé en formant un triangle. Le visage de Béziouet a changé, car ces 3 personnes étaient tous des anciens de la porte des 1000 bêtes, tous au-dessus du niveau martial 5. La foule s'agite et recule, craignant d'être touché. Un vieux chauve mène le groupe. Son regard me transperce comme un serpent. Tianli était mon frère. Tu l'as tué. Tu paieras. Les 2 autres libèrent leur énergie. 3 ombres de bêtes féroces apparaissent. L'air se fige sur la falaise du dragon. Béziouet s'avance. Mais je l'arrête d'un geste. Je me cure l'oreille, nonchalant. Allez-y, dépêchez-vous. J'ai des filles à voir. Le vieux chauve rugit de colère. Il scelle un sort, écrasement des âmes, par les 3 bêtes. Les ombres se matérialisent. Un loup à 3 têtes. Un lion de feu, un scorpion d'acier. Il charge de 3 côtés, fissurant le sol. L'onde de choc fait pâlir la foule. Je bâille, puis lève le pied droit, et le pose, doucement, sur le sol. Boum. Une vague visible s'étend depuis moi. Les 3 bêtes majestueuses, au contact de l'onde, éclatent comme des bulles, PFFT, 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 se dissipant en poussière lumineuse. Les 3 vieillards crachent du sang. Incrédule, c'est impossible. Je me frotte les reins. Oh, la vieillesse. Même marcher fatigue. Je les regarde. Ils sont pétrifiés. Je leur rappelle gentiment. Vous continuez, sinon, je rentre. Le vieux chauve, livide, grince, replie. Il bat en retraite, honteux. Je titube vers le vortex. Avant d'entrer, je cligne de l'œil à Béziouet. Prends soin de ma petite épée. Béziouet regarde, amusé, le rouge qui vibre. Mais son cœur tremble. Un coup, 3 formations brisées. Quel est le niveau de ce vieux fou? Le vortex est un kaléidoscope. Comme dans une machine à laver, je tournoie. Heureusement, c'est bref. Quelques secondes plus tard, je tombe sur un sol mou. Je me relève. Entrez à ancien gigantesque. L'air est chargé d'énergie végétale pure. Je respire profondément. L'énergie ici est bien plus raffinée qu'à l'extérieur. Pas étonnant qu'on appelle ce lieu un trésor. Soudain, la voix du système Amo résonne. Détection du flux énergétique anormal. Direction recommandée, sud-est. Déplacez-vous immédiatement. Je roulai des yeux et dis, depuis quand tu es si motivé? Amo dit timidement, je veux juste me racheter. Et la pression céleste semble plus faible ici. On pourrait trouver un moyen de la contourner. Je l'ignorais. Je fermai les yeux pour sentir mes ondes d'épée dispersées. Quelques instants plus tard, je rouvris les yeux, fronçant les sourcils. Tous les marqueurs d'ondes d'épée se déplaçaient. Mais le plus proche s'affaiblissait rapidement. Problème. Je disparus sur place. Je réapparus à 1000 zang de là. C'est mon pas instantané, perfectionné pendant 100 000 ans. Rien de fantaisiste, mais sa vitesse est extrême. Après quelques respirations, j'arrivai dans une vallée. Juste à temps pour voir 3 hommes en noir. Encercler une disciple du pavillon de la Lune claire. La jeune fille luttait péniblement. Son aura protectrice d'épée avait déjà été déclenchée. Il n'en restait qu'une fine couche, sur le point de se briser. Un homme avec une cicatrice au visage ricana. Les filles du pavillon de la Lune claire sont vraiment jolies. Une fois ton aura brisé, on va bien s'occuper de toi. La disciple était pâle, mais son regard était têtu. Elle brandissait son épée, mais l'écart de force était trop grand. Une autre lame d'énergie frappa, brisant enfin son aura. À ce moment critique, j'apparus devant elle. J'étendis 2 doigts, attrapant doucement la lame d'énergie. Puis, comme un biscuit, je la réduisis en poussière lumineuse. Les 3 hommes en noir sursautèrent. En voyant que je n'étais qu'un vieil homme, celui à la cicatrice cracha. D'où sort ce vieux débris? Tu oses gâcher les affaires de la secte des noirs? Je me tournai vers la disciple choquée. Ton nom? Elle répondit hébétée. Je m'appelle Liu YE. Je hochai la tête. Recule. La suite pourrait être violente. Liu YE recula. Voyant que j'étais ignoré, l'homme cicatrisé rugit. Tu cherches la mort. Tous 3 attaquèrent. Lame et épée m'encerclèrent. Je soupirai. Puis levai la main droite, la balayant doucement vers eux. Pas de fracas spectaculaire. 3 fines lignes noires apparurent dans le vide, passant en un éclair par leur cou. L'instant d'après, 3 têtes volèrent, leurs visages encore déformés par la rage. Les corps s'effondrèrent, le sang rougissant l'herbe. Liu YE se couvrit la bouche, horrifié. Je me tournai. Partons. Cherchons les autres.
Elle me suivit aussitôt. Après une hésitation, elle demanda. Vénérable, pourquoi ne me demandez-vous pas ce qui s'est passé? Sans me retourner, je dis. À quoi bon? C'est toujours la même chose. Meurtre, pillage, convoitise. J'ai vu ce genre de scénario pendant 100 000 ans. J'en ai marre. Liu YE resta sans voix. Durant la demi-journée qui suivit, je guidais Liu YE à travers la dimension secrète. Nous retrouvâmes 5 autres disciples du pavillon de la lune claire. 2 étaient légèrement blessés. Heureusement, rien de grave. Une fois réunis, l'un YE Chan fit l'appel. Il manquait Qingyao, Lingonz, et 3 autres disciples. Je sentis leur présence et dis. Qingyao et Lingonz sont à l'est. Les 3 autres sont à l'ouest. Allons du côté le plus peuplé d'abord. Personne n'objecta, et nous filâmes vers l'ouest. Une demi-heure plus tard, nous arrivâmes au bord d'une falaise. Juste à temps pour voir 3 disciples du pavillon de la lune claire, encerclés par 7 ou 8 personnes. En tête, un jeune homme richement vêtu, agitant un éventail, l'air d'un élégant lettré. Il dit en souriant, Mesdemoiselles du pavillon de la lune claire, remettez-nous le ginseng de jade pourpre que vous venez d'obtenir. Puis, accompagnez-nous pour quelques verres, et je vous laisse partir. D'accord? Les 3 disciples, dos à dos, affichaient une colère manifeste. L'une d'elles gronda, Jeune maître Zhao, votre porte du dragon céleste est réputée pour son honneur. Pourquoi agir en bandit? Le jeune homme riche éclata de rire. Dans une dimension secrète, c'est la loi du plus fort. L'honneur, quelle blague. De plus, mon père est Zhao Qinkang. Même si je vous faisais du mal, le pavillon de la lune claire oserait-il protester? En entendant le nom de Zhao Qinkang, mes sourcils se froncèrent. Le destin fait bien les choses. Alors que l'un YE Chan s'apprêtait à avancer, je la retins. Laisse-moi faire. Sur ce, je m'avançai d'un pas nonchalant. Le jeune homme riche me dévisagea, interdit, puis ricana. Le pavillon de la lune claire tombe bien bas. Ils amènent même de vieilles reliques comme toi. Ses acolytes ricanèrent à leur tour. Je m'arrêtai face à lui, levant les yeux vers ce jeune homme d'une tête plus grande. Puis je demandai. Ton père est Zhao Qinkang. Le jeune homme riche répondit, fier, en effet. Tu as peur, vieillard? Je hochai la tête, puis, sans prévenir, lui assénai une gifle. Astérisque claque, astérisque le son clair résonna sur la falaise. Le jeune homme tournoya 3 fois sur place. Sa joue enfle instantanément. Tout le monde était stupéfait. La main sur la joue, il me fixait, incrédule. Tu oses me frapper. Je lui assénai une autre gifle, du revers. Cette fois, il s'écroula au sol. Je posai mon pied sur son dos et dis calmement. Et alors, ton père ne t'a pas appris à respecter tes aînés? Il se débattit en criant. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez ce vieux. Ces sbires, enfin réveillés, dégainèrent leurs artefacts et chargèrent. Je soupirai. J'appuyai du pied. Astérisque craque. Astérisque sa colonne vertébrale se brisa. Le cri fut étouffé net quand je le précipitai du haut de la falaise. Faisant volte-face, je levai simplement ma main droite face à la foule qui chargeait. Doigts écartés, puis refermés doucement. Bang, 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 bang. 7 ou 8 personnes furent saisies comme par une main géante invisible. Elles explosèrent en une brume écarlate, sans même avoir le temps de crier. Un silence soudain régna sur le bord de la falaise. Seul le vent hurlait. Les disciples du pavillon de la lune claire restèrent bouche bée. Ils savaient que ce vénérable était puissant, mais pas à ce point. Éliminer des cultivateurs du 5e stade comme des poulets. Me frottant les mains, je m'adressai aux 3 disciples féminines. Rangez bien ce ginseng de jade pourpre. C'est un trésor. Reprenant leurs esprits, elles s'inclinèrent précipitamment pour me remercier. C'est alors que le système AMO s'exclama soudain. Détection d'une fluctuation du noyau du domaine secret. À 3000 li au sud-est, une énergie anormale converge. Un trésor céleste pourrait émerger. Les yeux brillants, je dis à Lin Yuchan. Trouvez un endroit sûr pour vous cacher. Je vais chercher Qingyao et Lingxi, et voir s'il y a du bon à prendre. Lin Yuchan, inquiète, dit. Soyez prudent, vénérable. D'un geste de la main, je disparus sur place. Suivant la résonance des épées, les positions de Qingyao et Lingxi n'avaient pas bougé. Inquiet, je déployai mon pas instantané à pleine puissance. En moins d'un bâton dansant, j'arrivai devant un canyon. Une brume rose emplissait le canyon. On distinguait vaguement 2 silhouettes effondrées au sol. C'était bien Qingyao et Lingxi. Alors que je m'apprêtais à avancer, Amo m'avertit. Attention, c'est le miasme des fleurs du désir. L'inhaler enflamme les passions. Seule l'union du yin et du yang peut sauver. Je ricanai. J'ai pratiqué l'art du puceau pendant 100 000 ans. Ça me fait pas peur. Sur ce, j'entrai fièrement dans la brume. Le miasme rose, à 1 mètre de moi, fut réduit en poussière par mes ondes d'épée invisibles. Arrivé près des 2 jeunes femmes, je les examinais. Elles étaient juste inconscientes. Une énergie rose circulait en elles. Posant ma main sur le front de Qingyao, j'envoyais mes ondes d'épée en elles, anéantissant l'énergie rose instantanément. Je sauvai Lingxi de la même manière. Elles reprirent doucement conscience. En me voyant, les yeux de Qingyao s'emplirent de larmes. Vénérable, nous sommes entrés ici par inadvertance, et puis plus rien. Alors que j'allais parler, un parfum étrange émana des profondeurs du canyon. Puis la terre trembla, un pilier de lumière aux 7 couleurs jaillit vers le ciel. Amo s'exclama, surexcité, la fleur de verre aux 7 couleurs. Un saint remède capable de reforger le corps. Vite. Saisissant les 2 femmes, je fonçai vers le pilier lumineux. Quelques instants plus tard, nous atteignions l'extrémité du canyon. Au centre de l'étang, une fleur de lotus aux 7 couleurs. Chaque pétale scintille d'une lumière différente. Magnifique. Déjà plus de 30 personnes rassemblées au bord de l'eau, divisées en 3 camps, face à face, à leurs vêtements, la porte des sables marins, l'école des nuants et la porte du dragon céleste. À leur tête, un vieillard aux cheveux blancs, Zhao Qinkang, de la porte du dragon céleste. Il me reconnaît aussi, son regard devient soudain glacial. C'est donc toi, vieux déchet, qui as tué mon fils. Je lâche Qingyao et Lingxi. Je leur fais signe de reculer, puis me gratte l'oreille. Ton fils avait une sale langue. Je l'ai éduqué pour toi. Pas de quoi. Zhao Qinkang, furieux, les doigts baissés, rugit, meurt. Derrière lui, 5 anciens de la porte du dragon céleste attaquent. 5 flux d'énergie se transforment en nombre de dragons, fonçant sur moi. La puissance de ce coup, 10 fois supérieure à celle des 3 de la porte des 1000 bêtes. Le sol se fissure. Mais je tends simplement ma main gauche. Doigts écartés face aux 5 ombres. Puis je serre lentement le poing. Crac. Les 5 dragons sont saisis par une main invisible. Ils se brisent en une pluie d'étincelles. Les pupilles de Zhao Qinkang se contractent. Il réalise enfin que ce vieux mendiant est bien plus puissant qu'il ne l'imaginait. Mais la fleur est là. Il ne peut renoncer. Il se tourne vers les 2 autres camps. Amis de la porte des sables et de l'école Zénuan, ce vieux est étrange. Unissons-nous d'abord pour le tuer. Puis décidons du sort de la fleur. La porte des sables est menée par une femme ravissante. Elle ricane. Le maître Zhao a raison. Le vieil homme en robe noire de Zénuan hoche lentement la tête. Les 3 factions trouvent un accord instantané. Plus de 30 experts m'encerclent. Armes et talismans brillent de tout leur feu. Qingyao et Lingxi blêmissent. Même confiantes, elles sentent le danger mortel. Moi, je souris. Comme un enfant. 10 000 ans. Enfin, je vais pouvoir me battre à cœur joie. J'écarte les bras. Je ferme les yeux, murmure, domaine de l'épée, ouvre-toi. Autour de moi, 100 pas deviennent noirs et blancs. Tous les sons disparaissent. Le temps semble figé. Les 30 experts sont immobilisés en pleine attaque.
Terrorisés, seuls leurs yeux peuvent bouger. Je me promène dans ce monde bicolore. Je m'arrête devant Zhao Qinkang. Je lui tapote la joue. Dans ta prochaine vie, éduque mieux ton fils. Un point du doigt sur son front. Zhao Qinkang explose de l'intérieur. S'évanouit en une brume de sang, suivi par la belle femme de la porte de la mer de sable. Le vieil homme en robe noire du sexe zénith, l'un après l'autre, éclatant comme des feux d'artifice. Lorsque le domaine d'épée se dissipa, seul moi et les deux femmes restions dans le canyon, ainsi que la fleur de cristal aux 7 couleurs en pleine floraison. King Yao et Lingonz s'étaient effondrés au sol. Elles venaient de voir plus de 30 mètres du 5e ordre disparaître ainsi sans un bruit, sans laisser la moindre trace. Je m'approchai du bassin, tendis la main et cueillis la fleur de cristal. Un parfum envoûtant m'assaillit instantanément. Rien qu'à son odeur, je me sentis revigoré de la tête aux pieds. Amo s'écria aussitôt, mange-la vite. Cette fleur ne se conserve qu'un quart d'heure après la cueillette. J'hésitai un instant, puis détaché 2 pétales que je tendis aux 2 femmes, avant d'enfourner le reste dans ma bouche. Les pétales fondirent sur ma langue, se transformant en un flot de chaleur qui envahit mes membres. Je sentis mon corps vieilli commencer à regagner sa vitalité. Les rides s'estompèrent peu à peu, mes cheveux blancs noircirent. Mon dos voûté se redressa. En quelques respirations à peine, je passai d'un vieillard décrépit à l'apparence d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, avec des sourcils épais et un regard perçant. La silhouette élancée. Seul mon regard gardait la marque de 100 000 ans d'expérience. King Yao et Lingonz restèrent bouche bée. Elles n'avaient pas imaginé que leur aîné était si beau dans sa jeunesse. Je testai mon nouveau corps et hochai la tête, satisfait. Puis je dis aux 2 femmes, ne parlez à personne de ce qui s'est passé aujourd'hui. Elles acquiescèrent comme des poules picorant du grain. Soudain, la dimension solaire se mit à tomber de l'avant. Des fissures apparurent dans le ciel. Amo s'exclama, malheur. Ton domaine d'épée était trop puissant. Il a endommagé la structure de cette dimension. Elle s'effondre. Je saisis aussitôt les 2 femmes, et utilisai toute ma puissance pour me précipiter vers l'entrée. Sur le chemin, nous vîmes d'innombrables cultivateurs fuir pour leur vie. Ceux qui étaient trop lents étaient engloutis par les fissures spatiales, sans même avoir le temps de crier. Lorsque nous atteignîmes l'entrée, le vortex était déjà extrêmement instable. Daisy Wei attendait anxieusement dehors. Elle poussa un soupir de soulagement en nous voyant sortir. Mais en nous voyant, elle restait toi, tu es. Je touchai mon visage et souris. Inutile de préparer la pilule de ravissement. Daisy Wei comprit alors. Stupéfaite et ravie. À ce moment, l'entrée de la dimension s'effondra dans un fracas. Moins d'une centaine de personnes en étaient sorties. Les pertes des grands sectes étaient lourdes. Mais le pavillon de la lune claire était au complet, et avait apporté une grande quantité de fleurs célestes. Quand la foule me vit sous cette apparence juvénile, la stupeur fut générale. Mais personne n'osa poser de questions. Après tout, sortir vivant. Et c'était déjà une chance inouïe. De retour au pavillon de la lune claire, lorsque Nangong Ning-Xuang m'aperçut, la tasse de thé qu'elle tenait lui échappa des mains. Je m'avançai en souriant. Agite la main devant ses yeux. Quoi, tu ne me reconnais plus? Les yeux de Nangong Ning-Xuang s'emplissent de larmes. Elle se jette dans mes bras en pleurant. Je sais à quel point la pression a dû être forte ces derniers jours. Je lui tapote doucement le dos. Là, c'est fini. Je suis de retour. Non? Ce soir-là, le pavillon de la lune claire organise un grand banquet célébré. Pendant le festin, Daisy Wei rapporte ce qui s'est passé dans la dimension secrète. En apprenant que Zhao Qinkang de la porte du dragon céleste et ses hommes ont tous péri, l'expression de Nangong Ning-Xuang devient complexe. Elle me regarde et demande, et maintenant, on fait quoi? La porte du dragon céleste ne va pas en rester là. Je bois une gorgée de vin, et je dis d'un ton détaché, qu'ils viennent. Ça réglera le problème une bonne fois pour toutes. 3 jours plus tard, la porte du dragon céleste s'allie à la porte de l'Ulbet et à la porte du sable marin. Les 3 grandes sectes arrivent aux portes de la ville. Plus d'un millier de cultivateurs encerclent le pavillon de la lune claire. À leur tête, un vieillard en robe pourpre, le chef de la porte du dragon céleste. Il flotte dans les airs, sa voix résonnant comme une cloche. Nangong Ning-Xuang, livre-nous l'assassin de nos anciens, ou aujourd'hui, nous raserons ton pavillon. Les disciples du pavillon se préparent au pire. Nangong Ning-Xuang pâlit, mais elle serre les dents et dit, c'est un invité de notre pavillon qui les a tués. Mais il n'est pas là en ce moment. Le vieil homme en pourpre ricane. Alors ne m'en veux pas. Au moment où il s'apprête à donner l'ordre d'attaquer, je sors du pavillon en bâillant. Derrière moi, le système Amo. Qui fait tout ce bruit si tôt le matin? Le regard du vieillard en pourpre est perçant. Il me fixe intensément. C'est toi qui as tué nos anciens. J'acquiesce. Oui. Un problème? Furieux, le vieil homme éclate de rire. Très bien, très bien. Alors, que ta vie serve à les honorer. Sur ce, il fait un grand geste. Le millier de cultivateurs attaquent simultanément. Une pluie d'armes magiques et de sorts s'abat. Le ciel entier est couvert de lumière. Les disciples du pavillon ferment les yeux de peur. Mais l'instant d'après, toutes les attaques, à 100 toises au-dessus de ma tête, sont bloquées par une barrière invisible, incapable d'avancer. Je soupire et dis à Amo, à toi de jouer. Sois rapide. Amo affiche un large sourire. Enfin mon tour. Puis il pousse un long rugissement vers le ciel. Son corps commence à gonfler rapidement. En un clin d'œil, il se transforme en une bête colossale de mitoise. Semblable à un quilin, mais avec des cornes de dragon, son corps couvert d'écailles noires. Ses sabots enveloppés de flammes noires. C'est la première fois qu'Amo révèle sa vraie forme. Même moi, je suis impressionné. Ce crétin est si majestueux. Amo ouvre sa gueule géante et crache un pilier de lumière noire. Sur son passage, l'espace s'effondre. Les disciples des 3 grands sectes n'ont même pas eu le temps de fuir. Ils furent aspirés par les fissures spatiales. Le vieil homme en robe violette, horrifié, s'efforça désespérément de mobiliser son énergie magique pour résister, mais il fut réduit en bouillie par Amo d'un simple coup de patte. En 10 respirations à peine, un millier de disciples furent réduits en cendres. Devant le portail de la demeure de la lune claire, il ne resta plus qu'un gigantesque cratère sans fond. Amo reprit sa forme de petit âne, et revint en revenant tout fier pour réclamer les éloges. Alors, pas mal, mon coup, je lui ai donné un coup de pied. Mais j'ai dit, chose rare, pas mal. Amo en resta bouffé, puis, les yeux humides, 100 000 ans, tu me félicites enfin. Je repoussai sa tête d'âne avec dédain, et me tournai vers Nangong Ning-Xuang, médusé, pour lui dire. Problème réglé. Personne ne devrait plus oser venir nous embêter. Nangong Ning-Xuang revint alors à elle, et son regard envers moi se fit plus complexe. Respect, gratitude, et une pointe de sentiment indéfinissable. 3 mois plus tard, la demeure de la lune claire, sous ma protection, prospéra rapidement. Les forces qui convoitaient autrefois la demeure, après avoir appris la chute des 3 grands sectes, envoyèrent tous de riches présents en signe de bonne volonté. Même la secte Zénuan envoya des émissaires. Un matin, j'étais allongé sur ma chaise à bascule, profitant du soleil, tandis que King Yao et Lingonz préparaient le thé à côté. Amo somnolait à mes pieds. Nangong Ning-Xuang s'approcha, hésita un instant, puis dit, je souhaite transmettre la position de maître du pavillon à Daisy Wei. J'acquiesçai. Très bien, tu mérites de te reposer. Elle mordit à sa lèvre, puis demanda soudain. Alors, resteras-tu ici pour toujours? J'ouvris les yeux, regardant les pics enveloppés de brume au loin. Après un long moment, je répondis. Peut-être. Après tout, le paysage est magnifique, les fillettes sont adorables. Et surtout, le gîte est ouvert à vrai. Nangong Ning-Xuang éclata de rire. Mais son rire se transforma en larmes. Je savais ce qu'elle pensait. Mais 100 000 ans de solitude m'ont fait oublier comment répondre à un sentiment. Peut-être que c'est mieux ainsi. Passer le reste de mes jours dans la tranquillité n'est pas si mal. Soudain, Amo releva la tête, une lueur malicieuse dans le regard. Maître, j'ai remarqué que le ciel de ce monde semble t'apprécier. Je haussai un sourcil. Comment ça? Amo dit avec un air narquois. À chaque bonne action, le ciel t'accorde une lumière de mérite. Tu ne la sens pas, mais moi, je peux l'absorber. À ce rythme.
Dans 100 ans, je pourrais percer les défenses célestes. Je restais silencieux un moment, puis le propulser d'un coup de pied. Va te faire voir. J'essayais juste de prendre ma retraite, et tu veux déjà foutre le bordel. Les cris d'Amo s'éloignèrent. Je reviendrai. King Yao et Lingonz étouffèrent un rire derrière leurs mains. Et Nangong Nishang, à travers ses larmes, finit par sourire. Le soleil inonde la cour, chaud et paisible. Je ferme les yeux. Un léger sourire aux lèvres. Ces jours-ci semblent plutôt agréables. Quant aux affaires dans 100 ans, on verra bien plus tard. Après tout, j'ai survécu 100 000 ans. Qu'est-ce qu'il y a à craindre?